J'apprends ce que c'est une émotion, comment on peut la verbaliser, comment un comportement... Alors, les émotions, on les vit tous, mais comment on peut avoir un comportement adapté à cette émotion-là. Comment on a un comportement qui est OK pour la colère. Parce que se taper la tête contre un mur ou boxer un mur, c'est pas un comportement qui est OK. Il est violent et on se fait mal. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose d'hyper thérapeutique dans j'élève mes filles comme si je repartais moi à zéro, quoi. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Je suis en train de... Donc vraiment j'en suis c'est ma 6e ou 7e interview, tu vois. Donc vraiment je démarre et j'ai pas envie de me fermer à quoi que ce soit. Moi je veux parler de toutes les formes de maternité. Je veux parler tu vois, j'ai interviewé une meuf de 35 ans qui se pose aussi les questions de faire un enfant ou pas faire un enfant, la pression sociale qu'il y a derrière, etc., etc. La semaine prochaine, je reçois une meuf qui a pas d'enfant mais qui est belle-mère. Parce que ça aussi, pour moi, ça fait partie des trucs. Donc, j'ai vraiment pas envie de m'arrêter à un sujet. J'ai fait un épisode spécial sur l'épisiotomie avec une meuf genre son môme, il a 2 mois et demi, tu vois. Et là, j'ai mal à la chatte quand je suis en train de te parler. Et c'est exactement ce que je veux faire avec ce podcast. C'est ne pas foutre de balises, de pas trop... Ouais. Ça m'intéresse pas, vraiment. Je veux vraiment rentrer dans un truc hyper simple de... je connais des choses, il y a plein de choses que je connais pas, et en fait, j'ai pas envie du tout de venir dire, en fait, moi, ma ligne édito, elle est là, en dehors du fait de, viens, on parle de ce que c'est que d'être mère, ou d'une manière générale, de la maternité, de ce que c'est que, voilà. Bon, c'est aussi simple que ça. Ok. C'est vraiment, je peux pas inventer grand chose, quoi, tu vois, mais c'est un peu ma ligne, quoi. Et surtout, je crois que, si tu as envie de parler du deuil périnatal, ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, tu as des choses à dire et qu'en fait, la parole, enfin, tu le sais, hein, la parole libère et que c'est ce que j'essaie de faire avec tous mes podcasts d'une manière générale et avec celui-là encore plus, quoi. Ok, parce que c'est vrai que j'ai commencé ma maternité directement dans le deuil périnatal. Mais donc, c'est pour ça que ça risque d'arriver très tôt. Et c'était pour savoir si... voilà. Moi, franchement, je prends ce que tu me donnes et je vais essayer de la prendre de la façon la mieux possible, quoi, tu vois. Trop cool. On est donc avec Marie. Salut Marie. Salut. Merci beaucoup de me recevoir chez toi dans ta maison. Je suis ravie de te recevoir. Maison slash studio, c'est ça? Ouais, c'est un studio de création, de podcasts, de vidéos, de tout. Un espace pour créer. Comment t'as eu cette idée, en fait, de... Moi, j'ai des enfants qui mettent un bazar partout et j'avais besoin de lieux pour créer des lieux sans bruit, avec de la déco, un univers coloré, et leur épargner de devoir leur dire en permanence faut ranger pour pouvoir filmer. C'est votre métier, oui. à ton mari et à toi, c'est ça, de créer du contenu? Oui, moi je crée du contenu sur les réseaux sociaux, vraiment dans la parentalité. Et lui, il est à la base, il est monteur vidéo et réalisateur. Et il fait du jouet, il est dans la toy photographie. Il fait du stop motion, donc il a tout un studio lui aussi où il déplace ses petits objets. Donc on est tous les deux vraiment dans l'image. Ok. Merci en tout cas de me recevoir. C'est dans les Landes, c'est super beau. C'est oh là là, quel bonheur. Un grand merci à toi, Marie. Ça me fait plaisir de t'avoir parce que effectivement tu parles beaucoup de maternité sur les réseaux sociaux et d'une manière générale d'être maman. Si je me trompe pas, t'as aussi une spécificité particulière, on va dire éditoriale autour des signes, c'est ça, l'utilisation de la langue des signes pour communiquer avec ton enfant. C'est ça. À la base, je suis interprète
interprète en langue des signes. J'ai travaillé pendant 7 ans comme interprète scolaire avec les enfants sourds et je suis devenue maman. Et quand je suis devenue maman, je me suis retrouvée face à ma fille qui faisait que pleurer, qui souffrait, incapable de savoir pourquoi. Les médecins, me disaient que c'était du reflux, on savait pas trop, mais j'avais un bébé très compliqué. Et spontanément sont venus les signes. J'ai commencé à signer les mots importants pour que très vite, avant le développement de la parole, elle puisse déjà me signer des choses pour que je comprenne, parce que j'avais pas ce mode d'emploi. Et ça a marché. On a mis en place les signes et elle a pu me signer quelques petites choses qui m'ont aiguillée, qui ont permis de baliser un petit peu tout ce qui se passait pour elle. T'as 2 filles, c'est ça ? 2 filles. Qui ont bientôt 5 ans et la toute dernière, elle va faire 2 ans. Oh là là, c'est des bibous quoi. C'est des tout petits bébés. Est-ce qu'on peut parler de ton envie de devenir maman ? À partir de quand ça a germé chez toi ? Je pense que ça a toujours été là. Je fais partie de ces personnes où la maternité a toujours été présente. Dès toute jeune, je m'occupe de mes petits cousins. Je les berce, je les endors et j'ai cette magie d'arriver à m'en occuper. Pendant les repas de famille, c'est moi qui joue les nounous, mais avec beaucoup d'amour, et c'est quelque chose qui me remplit de joie, de les materner, parce que je commence vraiment à les materner et à prendre en compte leurs besoins. C'était des bébés qui pleuraient pendant les repas, qui voulaient pas dormir, etc. Et j'avais besoin d'être auprès d'eux pour les endormir, pour apporter quelque chose, je pense qui était instinctif pour moi. Donc quel âge ? Je devais avoir 7, 8 ans peut-être. Et tu crois que c'est de l'instinct à cet âge-là, ou c'est de la reproduction C'était pas de la reproduction parce que justement, j'ai pas été une enfant maternée. Okay. Donc il y a peut-être quelque chose de thérapeutique dedans, mais je suis allée m'en occuper, et vraiment ça m'a apporté du bonheur. Okay. Parce que un enfant qui est apaisé avec nous, il y a une boucle qui est bouclée. En tout cas, dans ma tête. Donc, très tôt, j'ai cet amour pour les enfants. À 14 ans, je commence le babysitting et je fais pas ça pour l'argent. Je fais vraiment ça parce que ça m'éclate. Et donc, j'ai toujours travaillé auprès des enfants. Et j'ai été pionne dans un lycée. Ensuite, j'ai été interprète auprès d'enfants sourds. Donc, tout a tourné auprès des enfants. C'était une vraie volonté de ta part de te dire « Ok, après mes études, je vais devenir interprète auprès des mômes ». Alors, quand je suis dans l'école d'interprète, je sens vraiment que je ne suis pas faite pour travailler avec les adultes. C'est trop dur, je suis confrontée à beaucoup de choses violentes de la part de l'adulte, que ça soit pour traduire dans des situations très difficiles. Je me sens pas dans mon élément du tout. Émotionnellement, tu veux dire ? Émotionnellement, okay. Mais aussi on peut être amené, l'interprète, il traduit tous les discours. Donc on peut être amené à traduire des discours violents d'une personne qui a des opinions à l'opposé de soi-même, et en prêtant le jeu. Quand on traduit en tant qu'interprète, on utilise le jeu. Je prête ma voix, donc ma voix va couvrir le discours, enfin en tout cas va être le discours avec le jeu, et donc c'est compliqué de tenir certains propos quand on traduit pour des personnes qui n'ont pas les mêmes idées ou qui vivent des choses très violentes. Et j'étais beaucoup trop sensible pour ça et beaucoup plus à l'aise avec les enfants. Donc quand j'ai fait un stage avec les enfants, c'était vraiment, j'étais dans mon bain, quoi. Parce que je me trompe peut-être, mais il y a un truc qui passe beaucoup par le corps et par les émotions dans langue des signes. Là où, si t'étais une interprète un peu plus classique, on va dire français-anglais, t'aurais pu utiliser une voix plus monocorde ou ne pas trahir le fait que t'étais en train de dire des trucs qui te concernaient, enfin en tout cas qui te convenaient pas, quoi. En langue des signes, effectivement, il y a le corps qui est engagé. Il y a les expressions du visage qui sont engagées et qui traduisent du sens. Autant quand on est interprète en langue vocale, on est souvent dans une cabine, on est enfermé, on ne nous filme pas. Et on prête juste notre voix. Et là, on se prête entièrement. Ouais. Donc, c'était compliqué. Ok. Et tu t'es dit, en fait, il y a une application qui peut être super et qui peut matcher aussi avec les enfants. Avec les enfants, où il y avait un réel besoin d'interprètes en langue des signes, où les enfants manquaient vraiment de professionnels, et donc il y a eu ce besoin d'être auprès d'eux aussi. Il y avait du sens. Vraiment, c'est du sens que j'allais chercher. Ok. Et t'as fait ça pendant combien de temps ? Pendant 7 ans. Pendant 7 ans ? Ok.
Alors comment ça se passe? T'es rentré dans une, tu passes par l'éducation nationale à ce moment-là ou... Alors moi je fais mon stage dans une école qui est, c'est un lycée classique où il y a des enfants en intégration, des enfants sourds, et donc on est moitié éducation nationale et moitié privée, une école d'enfants sourds qui en fait est mis dans des classes au niveau du lycée et du collège, dans des classes en intégration. Oui. Donc on a les petits sourds, les petits enfants sourds qui, eux, de la maternelle jusqu'à la fin du primaire, sont dans des classes spécifiques entre enfants sourds. Et quand c'est le collège ou le lycée, ces enfants sourds sont mélangés avec les entendants. Pour faciliter l'intégration. Pour faciliter etc. l'intégration, pour avoir les mêmes connaissances, etc. Et du coup, là, on intervient en classe. On est dans une classe avec des enfants entendants et des enfants sourds. Donc t'es à côté d'eux, c'est ça? Et à côté du professeur. À côté du professeur. Je traduis en fait le discours du prof aux enfants sourds pour qu'ils aient toutes les informations sonores que produit le professeur, la classe, les autres élèves, et donc je traduisais. Ok, et t'arrives à créer une connexion avec ces enfants en étant à côté du prof, c'est ça? Oui. Ok. C'est comme un peu, je le dis, c'est une sorte de webcam. Je suis un outil. L'interprète est un outil. On me branche, je dégaine les mains, je traduis toute information sonore, donc la voix, le discours, mais aussi si quelqu'un frappe à la porte, s'il y a, quelqu'un qui éternue de manière bizarre et que ça fait rire tout le monde, je le traduis. Okay. Et quand le cours est terminé, on me débranche et je redeviens Marie. Ok, d'accord. Comment t'es venu depuis cette passion? Parce que là, en gros, ce que je veux dire, c'est que quand tu travailles au lycée, t'es plutôt avec des ados, t'es pas vraiment avec des enfants. Ouais. C'est pas vraiment le même truc. T'as travaillé pour le coup avec des enfants en classe maternelle ou pas du tout? En classe maternelle, j'ai fait des stages, ouais, okay. Mais j'ai pas travaillé en tant qu'interprète avec les tout petits. D'accord. Je travaille qu'avec les ados. Ok. Pour revenir à ta vie de maman, alors comment ça se goupille? Comment ça se goupille? Ma vie de maman et ce métier-là, finalement, c'est ça? Ouais. J'ai commencé à signer donc avec ma toute première, et puis c'est devenu instinctif dans notre quotidien, et je continue à le faire avec la seconde. Okay. Ce qui est venu aussi lier. Ce qui a permis aussi de lier, c'est quelque chose que j'ai mis en place aussi au niveau des émotions. Je suis quelqu'un qui a grandi sans connaître ce que c'était une émotion, sans vraiment poser de mots sur les émotions, sur ce que je ressentais. Je savais pas différencier la colère de la frustration, de tout un panel d'émotions. Et les signes sont venus m'aider. À moi, ça a été aussi très thérapeutique. Pour toi, en tant que maman? En tant que maman ou de grande enfant. Je pense que c'est aussi ça. Donc voilà, les signes sont au quotidien avec nous. Ils sont puisés de la langue des signes, effectivement, mais ils sont utilisés en mots isolés, en même temps que l'oral, et ça a été très salvateur. D'accord, on va en reparler si tu veux bien. Comment t'apprends que tu vas devenir maman? C'est pas prévu du tout. Ok. Quand je l'apprends, je suis avec James, mon mari, mais qui n'est absolument pas mon mari à ce moment-là, depuis 4-5 mois. Ok. On est en tout début de relation. Lui, il est divorcé depuis 1 ou 2 ans. Et voilà, on s'est rencontrés. On est tout jeunes dans nos têtes et on a envie de profiter. On a envie d'être des grands enfants. Et je tombe enceinte. C'est pas du tout prévu au programme. Je l'apprends et... Est-ce qu'on peut dire aux plus jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas à utiliser des moyens de contraception, des préservatifs. Efficace. Tu utilisais un moyen de contraception qui n'a pas marché, c'est ça? J'avais un espèce de moniteur qui permettait de contrôler le moment de l'ovulation. Sauf que ça marchait, ça marchouillait, hein, voilà. J'avais 30 ans aussi, il faut le dire, hein. J'étais en âge où, voilà, j'étais prête aussi, j'avais un enfant, à accepter le fait d'avoir un enfant, de l'élever, etc. J'avais pas 20 ans, oui. On n'était pas là-dessus. Donc à 30 ans... Vous étiez quand même dans un début de relation, quoi. Un début de relation. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai ce moniteur qui vient contrôler mon ovulation et qui me permet de checker et de faire attention et de me protéger quand je suis en ovulation.
d'ovulation, sauf que le mois où je suis tombée enceinte, c'est le mois des attentats du Bataclan. C'est le soir du Bataclan. En fait, le soir du Bataclan, je me teste. J'ai juste avant enfin en plein milieu, c'est en plein milieu, et en tremblant, en panique, je fais tomber le moniteur s'éclate au sol, et ça induit une grossesse. C'est incroyable, mais le choc de cette nuit-là, moi j'étais à Paris, j'avais mes potes qui étaient dehors, dans les rues où ça tirait, et donc je fais ce test-là parce que j'y pense, et je fais tomber le moniteur. À partir du moment-là, le moniteur est flingué, et donc les jours qui suivent, ça a été très aléatoire, et la grossesse est arrivée à ce moment-là. Waouh, quelle belle histoire finalement, je ne sais pas. Je me dis, est-ce que c'est les attentats du Bataclan qui ont fini par te faire tomber enceinte? Quelle histoire. Donc, j'apprends que je suis enceinte. James est à l'étranger. Il est à Las Vegas sur un gros salon. Et j'apprends que je suis enceinte. Et c'est pas du tout prévu. Et je l'appelle et je lui dis, James, je suis désolée. Et il me dit, tu es enceinte. Il l'a senti. Ah non, mais à chaque fois, il l'a senti, c'est très drôle. Donc, je lui dis, c'est pas possible, je peux pas le garder. On est en début de relation, et pour moi, c'était très clair. Je pouvais pas flinguer cette relation qui était super cool en lui imposant un enfant, sachant qu'il avait déjà un enfant, un petit garçon de 4 ans. D'un précédent mariage. Exactement. Okay. Donc, il savait que je voulais des enfants. Pas au bout de 4 mois ou 5 mois, hein, c'était pas prévu comme ça. Donc, je lui dis direct, écoute, je vais avorter. Et il me dit, t'es sûre de toi? Et je lui dis, mais j'ai pas d'autre choix. Et il me dit, sache que moi, quand tu me l'as annoncé, j'ai eu le smile. Oh. Donc, on décide de garder ce bébé. Il revient le lendemain, il prend un avion pour revenir directement parce que je viens d'apprendre que je suis enceinte et je suis toute chamboulée par tout ça. Il monte dans le premier avion et il revient. Et il m'accompagne sur cette grossesse-là, qui est très compliquée. Dès le départ, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Dès le départ, j'ai senti, dès que je suis enceinte, je pense qu'il y a une malformation. C'est très bizarre parce que j'ai cru sur le coup que c'était normal. Quand on est enceinte, on imagine plein de scénarios terribles. Mais celui-ci était le premier présent. Et j'apprendrai plus tard sur les autres grossesses qu'on n'est pas censé avoir cette image directe, ce feeling. Et la vie fera que, effectivement, quelques mois plus tard, j'apprendrai que la petite fille que je porte est atteinte d'une cardiopathie tellement sévère qu'elle n'est pas viable, et ce qui nous amènera à interrompre la grossesse à 5 mois et à accoucher de cette petite fille et l'enterrer. Ok. J'ai flingué l'ambiance. Non, mais c'est important d'en parler. Ouais, je pense que c'est très important. C'est ta vie, et c'est effectivement, ça fait partie de ton histoire aussi, j'imagine, de maternité, quoi. Complètement. Puis elle a complètement chamboulé ma vision de la parentalité, ma vision de la maternité. Quand je suis enceinte avec James, donc cette première petite fille qui s'appelle June, on est là, c'est pas parce que je suis enceinte que on va pas voyager, on la laissera beaucoup à ses grands-parents, on va bouger, on l'emmènera dans les skateparks. On était vraiment dans... Vous faites du skate, hein. Oui, c'est pas juste une lubie, hein. Je précise un peu pour les gens. C'est vrai. Et du coup, on se dit, ça va pas nous changer. On était persuadés que ça nous changerait pas. Et quand on perd ce bébé, la grossesse qui suit, et on a envie d'en profiter. On a envie de savourer cet instant de grâce où on est enceinte, où on porte la vie, et de savourer les premiers temps de la parentalité, quand on a un tout petit bébé fragile et qu'on sacrifie un petit peu son temps, où on en profite, où on s'en délecte, parce qu'on l'a pas eu sur le tout premier. On s'est rendu compte à quel point c'était hyper important pour nous. Je voudrais juste revenir sur justement la perte de ce premier bébé, que tu m'expliques un petit peu comment ça s'est passé pour vous, si jamais ça arrive ou si jamais il y a des histoires. Comment vous le vivez en fait à ce moment-là? Pardon. Très mal. Très 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 mal. On le vit très mal parce qu'on n'est pas du tout accompagné. On nous pose une suspicion de diagnostic sur une écho. Ouais, bon, on va voir à la prochaine. Sauf qu'on nous parle de cardiopathie, d'opération à cœur ouvert à la naissance,
et qu'on nous renvoie chez nous en nous disant regardez sur Internet et vous aurez des informations. Ne faites pas ça d'une manière générale. Ne faites pas ça. Faites-vous accompagner par des psychologues en périnatalité, par des doulas qui sont aussi compétentes dans ce domaine-là et qui pourront au moins vous réorienter, les sages-femmes également, mais ne vous retrouvez pas à regarder ce genre de choses sur Internet, c'est très anxiogène. Donc nous, on se retrouve avec notre petit Internet à taper notre petite cardiopathie en voyant des enfants victimes qui sont handicapés ou qui ont ces pathologies-là. On panique, on a très peur et on va taper aux portes des plus gros hôpitaux de Paris parce qu'on est sur Paris, donc de Necker et de Trousseau, en leur disant mais aidez-nous, envoyez-nous quelqu'un, on veut rencontrer quelqu'un qui puisse au moins répondre à nos questions. Sauf que les plannings sont chargés, on n'a pas ce temps-là pour nous. On nous donne juste un rendez-vous avec un cardiopédiatre 3 semaines ou 4 semaines plus tard, parce qu'encore c'est tout petit, à 4 mois, et qu'on peut pas faire voir grand-chose. Donc voilà. Il y a même un soir où je pleurais tellement et j'allais tellement mal que James appelle ma gynécologue qui faisait les échographies et lui dit Marie va pas bien. Elle parle de pratiquement se jeter par la fenêtre avec le bébé, elle a des idées noires. Et la médecin lui répond elle a qu'à aller à l'hôpital psychiatrique, ils la prendront en charge. Empathie, 0. Accompagnement, 0. Ce qui est, ceci dit, un bon conseil qu'on peut aussi donner aux gens. C'est-à-dire que si vous allez pas bien, vous pouvez effectivement aller à l'hôpital psychiatrique, mais il y a d'autres façons de le... Il y a d'autres façons de le dire. Il y a d'autres parcours pour les mamans qui ont besoin d'être accompagnées. Et c'était très violent comme réponse et il s'est senti encore plus démuni et on s'est senti encore plus abandonné. Donc ça a été très compliqué jusqu'au rendez-vous avec le cardiopédiatre qui confirme qu'effectivement il y a bien une cardiopathie, qui est incapable encore de nous dire à quel point dans la zone de gris on est sur un gris clair ou sur un gris foncé, voire noir, qui nécessiterait une interruption de grossesse. On passe des tests et des tests qui sont douloureux. Voilà. Pour arriver à un moment donné où le couperet tombe, il n'y a plus d'espoir, mais il nous reste ce choix de continuer la grossesse ou de l'arrêter. Et donc je fais le choix, parce que je dis bien parce qu'à ce moment-là, il y a James dans la pièce qui est assommé, et je pose une question, je demande au cardiopédiatre, est-ce qu'à tout moment, cet enfant qui devra au minimum subir 8 chirurgies cardiaques à cœur ouvert, dès sa naissance jusqu'à la fin de son ado, est-ce que cet enfant, à tout moment dans sa vie, pourra mourir n'importe quel moment, la veille de son mariage, en faisant du sport ou en mangeant une glace dehors? Le cardiopédiatre me répond oui. C'est une excellente question. Waouh, déjà cette question te vient en tête, c'est complètement dingue, j'ai envie de te dire. Ouais, et... Qu'est-ce qui fait que cette question te vient en tête, c'est fou? Parce que moi j'ai envie de l'avoir, ce bébé. Mais je veux pas l'avoir en lui apportant une vie dont je suis responsable, de la mort à tout moment. Je me suis dit que c'était pas ok d'avoir ce choix-là, de lui imposer ça. Je sais qu'il y a des parents qui ont pas ce choix et font avec et le vivent bien et voilà, et les enfants aussi. Mais moi j'avais ce choix de me dire qu'à tout moment elle pouvait mourir et que c'était très compliqué. Les chirurgies étaient très complexes. La vie nous donnera qu'on avait raison, vu que après la naissance de ce bébé, il y a une autopsie qui est pratiquée et on nous dit que carrément c'était pas viable. Dans mon ventre, c'était viable, pas besoin de cette partie-là du cœur, mais à la naissance, on aurait été sur un arrêt cardiaque, donc ça aurait été très compliqué. Ok, j'imagine que c'était pas non plus très simple à vivre. Non, pas très simple. Comment vous réussissez à vous... je sais pas, à sortir de cette période, de ce deuil? C'est très dur, on est en tout jeune couple, on ne se connaît pas. Oui, j'allais dire, c'est l'épreuve du feu un peu. Je sais que James s'est accroché, James a été mon rocher et ma famille aussi, et c'est des semaines très compliquées où moi je touche le fond complètement, et je ne souhaite pas être accompagnée avec des médicaments parce que je veux retomber enceinte. Direct. Et je le dis à tout le monde, je veux retomber enceinte. Une fois que mon ventre est vide, j'ai pas fait mon deuil, mais je veux retomber enceinte. Grave erreur. Maintenant, avec le recul,
parce que je n'avais pas fait ce deuil-là. J'étais pas soignée, j'étais traumatisée. Et Qu'est-ce qui te donne envie de retomber enceinte? Est-ce qu'il n'y a pas ce truc de remonter à cheval, tu sais, après être tombé? Enfin, il y a un peu ce truc. Il y a un petit peu ce truc-là, et je vois ça comme une punition, le fait d'avoir eu un bébé que j'ai pas su garder. Je me dis que tu n'as pas su garder. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'utilise. Ouais, c'est vraiment, je me le dis comme ça. Okay. Et je le pense comme ça à ce moment-là. Donc je veux retomber enceinte, me prouver que je peux avoir un bébé et fonder une famille. Sauf que c'est trop tôt. Il se passe quoi après? Il se passe que je vais vraiment très très mal, mais genre très 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 mal. Et la seule chose qui me permet d'aller bien, c'est on prend un petit chiot. Voilà. Okay. On prend un petit chiot. Donc on se retrouve, on se connaît pas depuis longtemps, on se retrouve avec un bébé, un enterrement de bébé, et puis un chiot. Donc ça redonne à ce moment-là de la vie dans la maison, et je retombe enceinte. Une grossesse compliquée, parce elle se construit, cette grossesse, dans un deuil. J'ai peur en permanence de tout. De la toxo, mais aussi de la grippe. Je suis dans une crainte en permanence pour ce bébé, que j'ai l'impression de porter un bébé très fragile qui peut mourir en un claquement de doigts. J'ai pas confiance en mon corps. Je me dis que je tiendrai pas toute la grossesse, que c'est terrible de porter ça toute seule. Donc c'est une grossesse très compliquée. Je suis alitée, je crois, à 4 mois. Je suis alitée à 4 mois et je reste alitée jusqu'à 8. C'était une bonne idée finalement, non? Si t'avais peur. Ouais, ça m'a mis un peu sous cloche. J'ai été par contre très bien accompagnée. Je ne refais pas la grossesse au même endroit. On se tire à une valise dans le sud. On se planque chez ma maman. Et on est accompagné dans la maternité où moi je suis née. Et où il y a une équipe formidable, une psychologue géniale, un gynéco qui comprend, qui me reçoit, je crois. Je sais plus combien de fois j'ai été hospitalisée, parce qu'il y a des soirs où ça va pas. Et je me dis, je vais perdre le bébé. Et le gynécologue, allez, venez. Alors, ils me mettent dans une petite chambre, il y a tout le staff qui me connaît et qui nous encourage là-dedans, qui nous protège et qui nous rassure. T'es suivie par une psy, tu dis? Oui, une psychologue en périnatalité, donc je découvre ce métier-là, formidable, qui m'apprend à investir ma grossesse, qui m'apprend à me couper de tout ce que j'ai de négatif. Je pense à que des angoisses. Elle m'apprend à me nourrir de couleurs. Tu en vois tout autour de nous. C'est très peu podcast friendly, mais effectivement, c'est très coloré. Donc autour de nous, c'est très coloré. C'est quelque chose dont je me suis nourrie, la couleur. Je me suis nourrie de dessins, de films d'oraux, de choses qui me faisaient du bien pour avancer et être positive sur cette grossesse et l'investir. Et ça marche. Je finis par l'investir et m'éclater en tant que femme enceinte. Il y a un moment de déclic pour toi? Ouais. La rencontre avec cette psychologue qui me dit il faut investir cette grossesse. Peu importe en fait l'issue d'une grossesse, c'est une célébration, on porte la vie. Peu importe si cette vie elle dure 3 semaines, 1 mois, 6 mois, si finalement on a un enfant qui va jusqu'à 8 ans, 10, on est incapable de dire la durée de vie de l'enfant que l'on porte et que l'on met au monde. Donc il faut le célébrer. Chaque jour doit être une fête. Et par contre, c'est ma parentalité. Chaque jour est une fête. Parce que je suis incapable de dire si demain, la vie, elle continue pour moi ou pour mes enfants. Donc, tout se construit comme ça, en profitant, sans avoir trop peur, mais en profitant de chaque instant. Et t'arrives à te détacher petit à petit de cette peur, justement? Ouais, ça demandait beaucoup de travail. J'ai été accompagnée plus tard à la naissance donc de ma fille Bao. J'ai été accompagnée par une psychologue en EMDR ça vient traiter tout ce qui est les troubles stress post-traumatiques. Oui. Avec le mouvement des yeux, c'est j'allais dire c'est une technologie, pas du tout, c'est une technique qui a été mise en place, je crois, dans les années 70 pour... Après la guerre du Vietnam. Voilà, pour gérer les retours des US, enfin des soldats US du Vietnam. Quoi. Exactement. À la base, j'y croyais pas trop, hein. Soyons honnêtes, j'étais non mais c'est bon, non mais j'y crois pas. Pourtant j'avais vu des psys, Oui, tu t'es passé par la casse-thérapie quand même. Ouais. Mais là, je rencontre quelqu'un et effectivement, j'ai des flashs. J'ai des flashs de mort devant les yeux. Je vois, des fois, je regarde ma fille, je la vois morte. Je l'imagine tomber dans les escaliers, je l'imagine se noyer dans le bain. J'ai que des scénarios catastrophes en permanence en flash. Et à tel point que ça fait réagir mon corps. À chaque fois, je me crispe. Et donc, il faut traiter.
Donc quand elle naît, je fais la démarche de me faire vraiment accompagner et en profondeur pour traiter. Et on est allé traiter le traumatisme, notamment de l'annonce de la cardiopathie, de ces moments-là où le sol s'ouvre en deux sous nous et qui est pas classé, quoi. C'est un souvenir qui est en permanence et qui n'a pas de temporalité. Donc je le vis comme si c'était arrivé hier. Et on vient travailler tout ça. Et ce qui me permet de m'épanouir dans ma maternité et de souffler enfin, quoi. C'est pas pour parler à sa place, mais est-ce que James aussi a accompagné lui de son côté? Pas franchement. Ok. James, il est pas accompagné. On le lui a conseillé quand même. Il a vu un psy, je crois, plusieurs fois après la naissance de notre toute première fille. Il a été un petit peu accompagné, très brièvement. Mais c'est quelque chose que je lui conseillerais régulièrement, disons. Je pense que c'est toujours bien d'aller fouiller un petit peu tout ça pour s'en détacher. La santé mentale et les gars. Ouais. C'est un truc. Hein. Vaste chantier. Comment se passe cet accouchement? L'accouchement, il est génial. L'accouchement, il est magnifique. Il est magnifique. On est donc dans cette toute petite clinique où il y a toute l'équipe. C'est le grand jour. C'est ce bébé dont toute l'année, tout le monde l'a attendu. Parce qu'on était ceux qui dépassaient le deuil. J'ai failli accoucher je sais pas combien de fois parce que j'étais en menace d'accouchement prématuré sur cette grossesse-là. Et j'ai eu peur d'accoucher tout un tas de fois. Et toute l'équipe était non, vous allez tenir, ça va aller. Et donc le jour de la naissance, il y a toute une ambiance. Je suis déclenchée. Et on est dans une bulle. Vraiment, c'est une journée magnifique que j'aimerais revivre à l'infini. Et quand ma fille arrive, on est vraiment dans une bulle d'amour. C'est vraiment, voilà, j'ai eu un accouchement rêvé avec cette petite fille qui est en parfaite santé. Et quand elle arrive, on se regarde et on se dit, on l'a fait, on a réussi. L'accouchement se passe bien? Ouais. Pour toi et tout? Très bien. C'est trop cool parce que vu comme ça a été compliqué pour toi et tout, c'est quand même un chouette aboutissement, quoi. Ouais, l'accouchement se passe très bien. Je suis sous péridurale. On est préparé, on est accompagné par une doula. Donc aussi, James apprend ce que c'est la place du père au moment de l'accouchement. Il me fait bouger, il me soulage en me massant. Il me met sur un ballon quand je suis complètement chiffon carpette, satellisée par la péridurale. Il me met sur un ballon, il me fait bouger, il débloque du coup notre fille qui était coincée dans le bassin. Enfin, c'est génial. On vit les choses à deux et c'est une belle revanche finalement sur ce qu'on a pu vivre dans le passé. C'est cool. Comment se passent vos premiers jours, tes premiers jours de maman? Alors les premiers jours de maman se passent super bien. Je ne dors pas parce que je regarde mon bébé. 7e merveille du monde, je ne sais pas, c'est un trip absolu parce que je suis dans un bain d'hormones incroyable. Je crois que je connais rien de plus fort. Dans ma vie, je ne connais rien de plus fort. Et pourtant, j'ai testé beaucoup de choses dans ma vie. Mais alors, rien de plus fort que ce shoot d'hormones en regardant son bébé. Tu veux dire que tu as testé des drogues et que c'est... C'est plus fort. Écoutez, c'est plus fort que tout ce que j'ai pu tester. Je ne dis pas aux personnes qui ont une addiction à la drogue de faire un bébé, mais voilà, c'est juste pour comparer. Je trouve ça fou que les hormones, enfin cette chimie soit aussi intense. Mais en même temps, c'est normal, quoi. Je veux dire, c'est là qu'on se rend compte aussi peut-être qu'on est des animaux, non? Il y a vraiment ce truc dingue de reproduction de l'espèce et de... Ouais, ouais, il y a un truc aussi mystique, hein, qui est présent. Et donc, oui, tout se passe bien, tout se passe super bien. On a juste, à un moment donné, la petite qui avale de travers un peu de lait et qui passe au bleu. Donc, on nous envoie à l'hôpital. Et là, bon, je retombe un peu dans mes vieux démons. On me fait peur. On me dit qu'il y a peut-être une pathologie cardiaque. Allez, rebelote. C'est vrai? Ouais. Donc, pendant 24 heures, il suspecte ça. Il la branche à des fils, elle est sous scope. Et pour observer, finalement, elle va très bien. Mais moi, reste en tête que finalement, la mort peut arriver aussi après l'accouchement. C'est là où je me fais accompagner. Après, en mode EMDR, etc. EMDR, parce que je vois que finalement, cette peur, elle était là pendant la grossesse, mais elle a rejailli à la naissance de ma fille aussi. Non, mais c'est cool. Ça va mieux aujourd'hui? Ça va bien mieux aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée.
toujours une bonne idée de se faire accompagner et de trouver des traitements pour la santé mentale, d'une manière générale. Exactement, et de frapper à plusieurs portes et de trouver le thérapeute ou la thérapeute qui va pouvoir, avec qui ça match. J'ai pas testé le MDR, mais on m'en a beaucoup parlé à droite à gauche, et c'est vrai que c'est vraiment une technique qui a l'air d'être très efficace quand elle est bien faite. En tout cas, c'est un peu comme partout, faut trouver un bon praticien ou un bon praticien, quoi. Exactement. Merci en tout cas beaucoup pour ton partage. C'est vraiment chouette. Qu'est-ce qui se passe en fait entre cette naissance et puis la décision de faire un deuxième enfant, parce qu'après tout, pourquoi pas, let's go. La toute dernière, c'est ça ? Ouais. Elle n'était pas prévue non plus. C'est pas vrai. Elle n'était pas prévue, pas aussitôt. En tout cas, moi, j'ai eu envie d'un deuxième très très tôt. James m'a fait nope, pitié. Alors on attend un peu. Et pareil, elle arrive, elle n'est pas prévue, mais on est dans une situation plus confortable. Et il y avait ce besoin, je pense moi, de vivre une grossesse sereine, pour moi, cette dernière grossesse que j'ai vécue, c'est ma seule grossesse. Je l'ai vraiment bien vécue. Il y a eu des parcours compliqués sur cette grossesse. Je pense que il y a une ambiance générale qui m'a mis à rude épreuve. Mais je l'ai investie, je me suis épanouie. On a fait plein de photos. Dans l'ambiance générale, ta petite a 2 ans. Bim. Plein Covid, c'est ça ? Plein Covid. Ok. Donc on revient à la grossesse de Bao, donc mon aîné, où j'ai peur pendant toute sa grossesse, même de la grippe. Je me rappelle, on porte des masques pour pas attraper la grippe. On n'est pas du tout en plein Covid, on est bien avant. Et donc je travaille, je suis accompagnée en EMDR, on travaille tout traumatisme, etc. Bam, je tombe enceinte au tout début du Covid. Je tombe enceinte en octobre et j'apprends vers novembre-décembre, et le Covid arrive à ce moment-là, quoi. La vie nous fout en permanence des leçons dans la gueule pour qu'on apprenne des trucs, hein. Complètement. Donc je suis enceinte, je me rappelle voir le président à la télévision qui annonce « Nous sommes en guerre !» Et là je ressens les premières contractions. Je suis enceinte sur le premier trimestre et je fais « Oh non !» Et là je comprends qu'il faut que je me mette sous cloche. Il faut que je me protège de ça. Donc d'abord, je suis dans l'anticipation. Je rappelle, je commande plein de petites choses pour qu'on soit stuffé. On fait pas partie de ceux qui ont commandé du papier toilette, hein. J'ai plutôt commandé des kits de suture, wow. des antiseptiques pour au cas où je serais dans l'urgence de devoir accoucher à la maison. Donc je me stuff comme ça. Et kits de suture. Je les ai toujours. Ok, on est Sait-on jamais une petite déchirure post-accouchement Après tout. Ne faites pas ça chez vous. Pourquoi pas, hein, je veux dire, voilà, un petit kit de suture chez soi, au cas où tu... Il avait dit, on est en guerre. Moi, j'ai pris littéralement je comprends. Donc, cette grossesse, je la vis sous cloche. J'essaye vraiment, je prends sur moi pour pas stresser. Je mets en place la cohérence cardiaque, la méditation. Bon, la méditation ne fonctionne absolument pas sur moi, mais bon, je l'essaye. Je fais plein de choses pour vraiment lutter contre l'ambiance générale, parce qu'on est vraiment dans une panique un peu autour de nous. Ça marche plutôt bien. Et quand ça vient à bien marcher, que je commence à être bien, il y a on vient me mettre à une autre épreuve. Je travaille sur les réseaux sociaux. Je suis face au cyberharcèlement. Donc, il faut à ce moment-là que j'aille chercher d'autres ressources pour dépasser ça, pour dépasser ces attaques-là. Il va falloir que tu m'en parles, hein. C'est-à-dire que ton métier, entre-temps, en fait, ouais, est devenu... Oui. T'es devenu... Instamom, enfin, je sais pas comment tu c'est ça. À la naissance de ma fille Bao, je partage ce que je fais avec les signes, mais vraiment pour des copines. Je mets quelques signes sur YouTube pour les copines, les mamans dont les bébés sont nés en même temps, pour elles, à leur demande. Et la vidéo cartonne, elle fait des milliers et des milliers de vues. Donc à ce moment-là, je partage aussi sur Instagram, sur mon petit Instagram de maman. Ça prend une mesure complètement dingue et ça marche, c'est cool. Donc voilà, je change de métier, je deviens créatrice de contenu, j'écris des livres, enfin voilà. Oui, voilà. Non mais c'est hyper intéressant que tu te dises ok, je peux en faire un métier, quoi. Entre
comment dire, ton idée de te dire, tiens, alors moi j'ai cette formation-là, je décide de le tester avec ma propre enfant, et en fait au final tu peux te dire, bah je vais finir par en faire mon métier. C'est hyper intéressant. Ça s'est décidé tout seul, par contre. C'était pas voulu. Je suis pas venue sur les réseaux sociaux du tout pour partager ça, mais ça a été une demande. Et il y avait pas à ce moment-là cette place sur les réseaux sociaux des signes pour les bébés. Il y avait plein de mamans qui le faisaient de leur côté, mais il y avait pas finalement de contenu assez développé là-dessus. Donc j'ai partagé et ça a pris cette tournure-là. Mmh. Et donc il y a le côté positif, et puis il y a le côté négatif qui arrive vraiment. J'y fais face au moment de cette. C'est c'est ta première vague de cyberharcèlement. Ouais, c'est ma première vague de cyberharcèlement que je prends dans les dents et je suis pas prête. Je suis pas du tout prête. Tu peux expliquer? Qui vient d'où? Qui vient de on va dire de concurrence d'une formation qui fait des signes pour les bébés et qui, je pense, n'apprécie pas la concurrence et au lieu de serrer les coudes, préfère démolir mon travail. Donc ça commence comme ça. C'est dur parce que je reçois des messages pour me demander, donc il y a une instrumentalisation d'une communauté pour dire il faut qu'elle ferme son compte, il faut qu'elle dégage et c'est dur. C'est dur parce que je reçois des métiers. Hein, c'est mon métier, c'est ouais. ton gagne-pain, quoi. C'est mon gagne-pain et puis ça me touche profondément parce que j'ai essayé de bien faire les choses et d'apporter des choses dans la parentalité, mais également plus loin dans la communauté des sourds parce que mon objectif c'était de faire découvrir la langue des signes, de faire découvrir cette langue qui est une langue qui a été beaucoup stigmatisée, beaucoup été rejetée de la part des médecins. Et donc voilà, j'ai voulu contribuer à y apporter de la lumière et faire connaître que cette pratique des signes pour les bébés vient de la langue des signes, qui est une langue, qui est pas un langage mais une langue, qui n'est pas internationale mais qui est française. Voilà, d'apporter des choses et aussi aiguiller les parents d'enfants sourds, qui quand ils ont un diagnostic, pouvoir les aiguiller aussi. Et malgré ça, je prends cette vague de cyberharcèlement qui est orchestrée et on me demande de fermer mon compte. Je reçois des mails, on me descend, on fait des vidéos pour me démolir et ça me touche. Oui. Tu dis ça comme si c'était pas normal. C'est normal que ça te touche, non? Ouais, mais j'aimerais pas que ça me touche. J'aurais tellement aimé que ça glisse sur moi. C'est pas le cas, ça me prend aux tripes. Mais je porte un bébé à ce moment-là. Les gens le savent en plus. La personne qui orchestre ça est quand même mère, donc il y a quand même quelque chose derrière qui est difficile. Cette absence de sororité, ce côté, je vais détruire quelqu'un qui peut me faire de l'ombre, alors que normalement on se serre les coudes et des bébés, il en est tous les jours. On n'en manque pas en France des bébés. On peut tous faire. Il y a de la place pour tout le monde, quoi. Donc je fais face à ça et c'est difficile. Je suis hospitalisée suite au cyberharcèlement. Je suis hospitalisée quelques jours parce que à 5 mois de grossesse, j'ai des contractions et on a peur que j'accouche. Mais c'est le stress qui me fait à ce moment-là contracter. Et donc je me coupe à ce moment-là des réseaux sociaux. Oui, j'allais te dire, les gens qui connaissent pas te diraient juste t'as qu'à couper. En fait, c'est comme si ça n'existait pas. Comment tu... Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que mon métier, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même dire, mais t'es victime de harcèlement au travail, mais ne va plus travailler. Sauf que c'est notre lieu de travail, c'est l'endroit où l'on vit, où l'on s'est investi. C'est un endroit où on a des objectifs à atteindre et où on est dans un échec si on fuit. Il y a plein de choses. Il y a du relationnel, c'est très compliqué. Et j'ai fait partie de ces gens qui se disaient, le cyberharcèlement, tu coupes ton téléphone et puis ça s'arrête. Mais non, ça continue. Quand on a lu une fois la phrase, le mail, on a vu la vidéo, ça retentit, ça résonne, on rumine en permanence. Je revoyais les messages en permanence dans ma tête. Ça a été très compliqué. Je dors pas, je sais plus combien de jours, j'arrive plus à manger, ça me percute. Donc là aussi, le MDR m'a beaucoup aidée. Je suis accompagnée à ce moment-là par une psychologue, ma psychologue qui m'accompagne dans cette violence-là. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Mais surtout en me mettant aussi en bulle, en ne lisant plus les messages privés et en postant du contenu, mais à distance des réseaux sociaux. Il y a un truc que vous pouvez faire, c'est aussi refiler votre compte à quelqu'un.
qui va le gérer à votre place et qui va être extérieur Exactement. au truc et qui va juste pusher effectivement le contenu que tu as à poster, et toi de cette là tu peux être extérieur aux commentaires et à toutes les mentions, etc., quoi. C'est ce qu'on fait. James et mon meilleur ami vont pusher les contenus. Moi, je crée le contenu, eux les posts, et puis on est vraiment sur cette coupure là. C'est ok. Tu vois, c'est fou, hein, parce que je crois que ça n'existait pas, les femmes enceintes dont la grossesse est mise en danger à cause de cyberharcèlement. C'est vraiment un nouveau truc, quoi, tu vois. Un nouveau truc, ouais. Et que même le gynécologue a noté dans un dossier qui servira après quand je vais déposer plainte, parce que le cyberharcèlement ne s'arrête pas. Et vraiment, j'ai dû porter plainte tout récemment encore, reporter plainte à nouveau pour chaque attaque, pour que cela cesse. Ah oui, donc c'est pas anodin, quoi. Non, c'est pas anodin, c'est régulier. Dès qu'il y a une sortie de livre ou dès qu'il y a un événement majeur sur ce que je produis, bim. Et ça dure depuis 2 ans, donc c'est ça ? Ça dure depuis 2 ans, à tel point que ça a tellement impacté un petit peu mon travail que mon agence, je travaille avec une agence qui est spécialisée dans le digital et l'influence, défend aujourd'hui mes droits et s'en est mêlée. Voilà. Donc je me suis mis aussi en bulle. Même les collègues avec lesquels je travaille dans l'agence, enfin voilà, il y a une véritable écoute et empathie pour me soutenir aussi, parce que c'est hyper dur et c'est hyper injuste, quoi. Bon courage pour ça, parce que c'est de la merde. C'est de la merde, tu le dis. Surtout qu'il y a vraiment plein de façons de régler même des différents professionnels que de faire comme ça, quoi. J'aimerais bien parler de ta vie de maman que tu mets en scène sur Insta, parce que ça aussi c'est un truc. Est-ce qu'on peut en parler? Comment c'est venu pour toi? Je partage en fait mon quotidien. Je partage mon quotidien, mais mon quotidien aussi, c'est un cheminement de mon enfance. J'ai grandi dans une enfance assez violente, dans le sens où on était sur une éducation tradie. La gifle, la fessée, le haut coin, le chantage, les insultes, même parfois. Donc je suis quand même assez violent. Mais et la maternité que je découvre avec mes enfants, on n'est pas là-dessus. Déjà, je découvre les neurosciences. Je lis quelques livres, je me rends compte que ce genre d'éducation est délétère pour le cerveau de l'enfant, pour qu'il se développe et que l'enfant grandisse au top, vaut mieux éviter. Et donc je partage ça aussi sur les réseaux sociaux. Ce cheminement, ce point de départ où je suis une enfant dont les repères sont ceux-ci, c'est-à-dire une fessée, ce genre de pratique, et qui remet tout en question. Qui remet en question son enfance, son éducation, et ce vers quoi elle tend, c'est-à-dire une éducation non violente, ce que je ne touche pas encore du bout des doigts. On est toujours dans de la violence. Voilà, on utilise le chantage, on utilise des stratégies, etc. Mais on a viré toute violence physique déjà. Mais ça demande une remise en question en permanence, mais que je trouve génial parce que c'est du développement personnel. C'est un travail sur moi. Je trouve ça hyper enrichissant et je partage ça sur les réseaux sociaux. Donc on me voit en train de cheminer, de dire qu'aujourd'hui j'ai merdé, aujourd'hui j'ai crié et je me suis effondrée, mais que j'ai appris à chaque fois que je me plante la tronche, j'apprends pour que la prochaine fois dans la même situation je réagisse potentiellement différemment. Je partage les moments de bonheur aussi parce que ça fait partie de la maternité de s'éclater. Il y a une part du féminisme qui rejette la maternité. J'allaite, donc ma fille je l'allaite et donc je le partage aussi, cet allaitement qui dure. Je partage un peu tout, les bons côtés, les côtés pourris, voilà. Et tu fais l'instruction en famille aussi ? Oui, c'est vrai. C'est une spécificité de votre famille, quoi. Oui, je fais le choix de l'instruction en famille parce que ma petite Bao, donc qui est ma toute première, elle était pas faite pour l'école, je pense, franchement. Moi, j'ai fait des stages en école, j'ai été surveillante en école, j'ai travaillé dans le système scolaire. Ma mère travaillait en école maternelle aussi et on voyait bien que elle était pas prête du tout. En plus, ça se passe au tout début du confinement. Enfin, on est au niveau du ah oui, du elle a 3 ans. Elle a 3 ans à ce moment-là. Bon, on se dit, on a tout. On peut adapter notre emploi du temps
Donc on s'est occupé d'elle la journée, on propose des activités, on travaille, je sais pas comment on peut dire, mais on fait des petites tâches qui demandent pas trop de temps de concentration et on travaille la nuit. Quoi ? On travaille la nuit. Je veux dire que vous avez adapté votre emploi du temps avec James. Vous le faites ensemble avec James ou vous répartissez le travail et tout parce que vous êtes tous les deux freelance finalement. C'est donc ça. Vous avez cette possibilité-là, quoi. Complètement. Donc on travaille la nuit à partir de 21h quand elle dorme. On passe un peu de temps ensemble, nous, pour le couple, pour être tranquille, pour souffler. C'est toujours bien de prendre soin de son couple aussi. Exactement. Et une fois qu'on est tranquille, on bascule sur la partie travail. Donc les premiers temps, il m'est arrivé de travailler jusqu'à 3h du matin. Ouais. Et puis de dormir 5h, 6h, et puis 9h, la vie reprend à la maison. Et ça se passe bien ? Ça se passe bien, ouais, ça nous va. On n'a pas le rythme de travail que connaissent les gens. On n'a pas de week-end, en fait. On n'a pas de lundi, mais on n'a pas aussi de dimanche. On vit dans notre rythme qui est hyper adapté à nos besoins. Donc c'est hyper cool. Moi, je vis ça comme une période de rêve. Donc on accompagne nos filles, donc surtout notre aînée parce que c'est celle qui devrait être à l'école. Elle fait plein d'activités, mais elle fait ses activités à elle. Elle adore dessiner, ce qu'elle partage aussi avec son papa. Donc ils dessinent tous les deux. On lui apprend plein de choses, mais dans notre quotidien. C'est quand on est à table et qu'on pèle 3 pommes, on en rajoute 2 et on fait une addition. C'est vraiment dans le quotidien, c'est tout smooth, quoi. Donc on lui apprend tout ça au quotidien. Ok. Et vous voyez faire ça pendant longtemps ou est-ce qu'à un moment donné, si votre fille elle exprime le besoin en tout cas l'envie de vouloir aller à l'école d'une manière ou d'une autre, vous dites ok, pourquoi pas. Alors ça, c'était dès le départ. C'est dès qu'elle demandera à aller à l'école, elle ira. Et on la questionne régulièrement là-dessus. Sauf qu'on est sur une enfant qui ne veut pas aller à l'école et qui a capté des choses. Quand on lui demande est-ce qu'elle souhaiterait aller à l'école, est-ce qu'elle veut y aller, etc. Elle a visité des écoles déjà. Elle dit non, mais je pourrais pas dessiner moi toute la journée. Il y a trop de bruit. Comment je vais faire pour me concentrer avec tout ce bruit ? C'est assez bluffant qu'elle ait déjà vu les points qui sont un peu complexes sur l'école. Elle a plein d'activités extrascolaires, donc elle voit tous ses petits potes au théâtre, au judo, à la danse, au poney, enfin voilà. Donc en fait, elle n'a pas... Les échanges sur l'école, parce que 5 ans... si. Elle est encore en maternelle, là. Elle devrait être en maternelle, en fait. Et puis, ils échangent avec d'autres enfants qui sont plus grands, parce que du coup, ça fait qu'elle est mêlée à plein d'enfants, des tout petits, des plus grands. Et donc, ils y font leur retour, hein. Même qu'elle a son grand frère qui est rentré au collège et qui lui dit « Mais Bao, profite, hein !» Oui, parce qu'il y a effectivement James qui a... Oui. Qui a donc 11 ans, ça ? Ouais, 12. Ok. Et donc, ce grand frère qui lui dit « Profite, Bao, profite, t'as le temps », et qui lui raconte comment c'est. Alors, il y a des récréations, on peut aller faire pipi aux récréations. Et donc là, Bao, elle le regarde, mais comment ça, on va faire pipi à des temps donnés ? On est obligé de demander l'autorisation. Dans sa tête, elle comprend pas, quoi. Donc du coup, elle préfère pour le moment rester à la maison. Et vous avez intégré tout ça dans votre vie actuelle. En fait, je ne sais pas à quel moment c'est c'est l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que en fait, vous avez aussi cette possibilité-là. J'ai l'impression de faire ce choix d'éducation parce que vous êtes freelance et que vous êtes tous les deux indépendants. Tu vois, je me demande à quel point vous avez aussi pas fait en sorte de devenir créateur de contenu pour pouvoir avoir ce style de vie, quoi. Tu sais. Je pense que c'est ça. C'est vraiment, on est devenu créateur de contenu parce qu'on est artiste entre guillemets. Chacun, on crée. On a besoin de créer. Avant de se rencontrer, on faisait chacun de la photo, de la vidéo. Moi, dès que je partais en vacances avec mes potes, je faisais des vidéos de mes potes. Je montais ça. C'était. Il y a vraiment ce besoin de créer et qui nous a amené à en faire notre métier complètement. Et qui a amené ce style de vie qui est assez libre et pour stimuler la créativité et faire ce que l'on aime et ce qu'on inculque finalement à nos enfants. Tu me disais juste avant là qu'on s'assoit dans ce canapé et tout que vous êtes un peu des grands gamins avec James. Oui. Comment ça se passe la vie de parents quand on est des skateurs? Vous avez même installé une rampe de skate dans votre jardin. Voilà. Et tout à l'heure tu disais ouais quand on aura un gamin on ira au skatepark avec nos mômes et tout. C'est un truc que vous faites aujourd'hui? Ouais, ça bien fait sûr. Partie de votre vie, quoi. Ça fait partie de notre vie. On s'est dit en fait nous ce qu'on aime, il y a beaucoup de choses de l'enfance.
le skate, les jouets. Les jouets, James, il pétille quand il reçoit une figurine, un jouet. Il a vraiment cet amour-là, donc il partage avec ses enfants. C'est ça qui est génial. Parce que finalement, les enfants, ils ont besoin aussi de jouer avec les parents et d'avoir ce moment de connexion où le parent, il kiffe jouer avec son enfant. C'est pour ça que, par exemple, moi, je supporte pas jouer aux Barbie. Je le dis à ma fille, les Barbie, niette, tu m'oublies pour ça. Par contre, la pâte à modeler, je m'éclate avec toi, etc. Donc, elle vient me trouver sur des moments de jeu. Mais on joue au quotidien et on est vraiment de grands enfants. On leur partage ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que Bao nous répond, je veux pas aller à l'école. Moi, je veux continuer à dessiner. En fait, je veux continuer à faire ce que j'aime tout en prenant ses responsabilités parce qu'elle nous voit, nous, mener une vie d'adulte avec nos passions d'enfant et on s'est pas coupé de ça. J'allais vous dire, comment vous réagissez par rapport à vos amis qui sont peut-être eux des vrais adultes entre guillemets, c'est-à-dire juste qu'ils ils ont pas des dinosaures comme là vous pouvez avoir des dinosaures dans votre salon ou des grandes affiches ou je sais pas quoi ou des skates qui traînent partout à droite à gauche. Je sais pas, comment ça se passe entre vous? Je pense on s'entoure des potes qui nous ressemblent et qui matchent aussi. Alors il y a des gens qui sont absolument pas dans le même trip que nous, mais qui aiment bien venir chez nous parce que finalement c'est un peu une grande récréation dans leur vie. Et puis il y a ces potes qui ont le même style de vie que nous ou qui partagent les mêmes le skate, le jeu vidéo parce qu'on est quand même beaucoup dans les jeux vidéo aussi. Voilà, et qui viennent et qui s'éclatent. La famille, finalement, ils ont fini par s'habituer. Mais je pense que quand on élève un enfant qui a une forte âme artistique, on est préparé aussi à tout ça. Mon père, il faisait des vitraux, donc il a toujours dessiné, il a toujours été dans des choses comme ça. Le papa de James, c'était un grand peintre. Voilà, donc je pense qu'on a quand même aussi une famille qui est capable de le comprendre. Et les potes, on se fait les potes aussi qui matchent avec nos vies, quoi, avec nos passions. Vous n'avez pas été attiré à un moment donné dans votre vie par un style de vie plus classique non, jamais. Non, franchement pas. Je me suis beaucoup ennuyée dans les choses d'adultes, dans le milieu bancaire, dans ce genre de choses. T'as fait ça? J'ai pas fait du bancaire, mais j'ai traîné avec des personnes qui étaient de cet univers-là, et même si ça m'a apporté et que c'était des expériences intéressantes et enrichissantes, je suis vite retournée au skateboard et aux bières. Ok. Tu disais d'ailleurs que James avait, de son précédent mariage, il y avait aussi un truc qui avait pas marché justement sur le fait que sa femme, elle attendait de lui qu'il soit un vrai adulte en fait. Et que c'est ça. Finalement, vous êtes trouvés là-dessus, quoi. Ah ouais, mais je pense que c'est pour ça que ça a matché. C'est vraiment, on s'est rencontrés dans un skatepark. Quand on s'est rencontrés, vraiment, on était dans un skatepark. Comme quand on avait 15 ans. Exactement. Mais sauf que vous en aviez 30. Exactement. Mais c'est cool en vrai. Donc voilà. Comment vous envisagez, est-ce que vous en parlez d'abord, est-ce que vous l'envisagez, le fait que vos filles deviennent plus grandes, que vous vieillissez aussi, enfin je sais pas, est-ce que vous avez un plan en tête entre guillemets ou... Pas de plan en tête, c'est de vraiment les suivre et de nous suivre parce que l'objectif c'est qu'on soit bien dans nos pompes, dans nos pompes de parents et d'êtres humains. Donc continuer à s'écouter et faire ce qu'on aime et elles aussi les accompagner dans ce qu'elles voudront. On sait par exemple que la toute petite, par exemple, a plus le profil d'aller à l'école. Si elle veut aller à l'école, elle ira à l'école. La plus grande, elle est vraiment dans un truc de dessin. On la voit passionnée, animée. Elle passe 4 heures par jour à dessiner quand même. À 4-5 ans, c'est assez rare. Donc on va les accompagner. Et on se ferme aucune porte. Si demain on doit tout investir dans un bus, tout vendre, se mettre dans un bus et faire le tour du monde, on est prêt à ça. On a juste envie, c'est d'être heureux et d'être assez libre dans ce qu'on peut faire. Donc on s'est pas fermé de porte. Franchement, beau projet de vie. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je t'ai pas amené ou dont tu aurais aimé parler dans le podcast? Non, je crois qu'on a fait un sacré tour d'horizon. On est passé sur du sombre, sur de la couleur. Non, on a vraiment tout balayé là. Merci beaucoup Marie. Merci à toi. Je mettrai tous les liens pour te retrouver sur Insta notamment, c'est @littlebunbao, c'est ça. C'est ça. Et puis tous les autres liens qu'il faut. Tu fais tu l'as mentionné très rapidement, mais tu fais des bouquins aussi. Ouais, des bouquins. J'ai sorti une application. On est vraiment, on crée beaucoup de choses. Donc il y a même des histoires pour les enfants. Des livres pour les enfants, pour les amener au travers de quelques signes d'histoires que le parent va raconter vers de l'éducation positive, vers une parentalité qui apaise le parent et aussi l'enfant.
Voilà. C'est cool. Et tu m'as mentionné tout à l'heure, peut-être je voudrais t'en parler un peu, que c'est pour toi une forme de thérapie, c'est ça, de faire ça. C'est vraiment une thérapie. Je viens soigner une enfance. Je viens réparer des choses d'une enfant qui a potentiellement été un petit peu cassée, un petit peu abîmée par la violence, par cette éducation qui n'était pas faite pour moi en tout cas. Je viens m'apaiser. Je viens grandir aussi. Le fait d'apprendre au travers de mes filles, j'apprends ce que c'est une émotion, comment on peut la verbaliser, comment un comportement. Alors, les émotions, on les vit tous, mais comment on peut avoir un comportement adapté à cette émotion-là. Comment on a un comportement qui est ok pour la colère. Parce que se taper la tête contre un mur ou boxer un mur, c'est pas un comportement qui est ok. Il est violent et on se fait mal. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose d'hyper thérapeutique dans j'élève mes filles comme si je repartais moi à zéro. Quoi. Et puis il n'est jamais trop tard. Non, jamais. Jamais, jamais. Merci beaucoup Marie, c'était trop bien. Merci.